Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, une émission, vous le savez, pour découvrir celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, parole à Michel Laugier, le président de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération vient de lancer un nouveau site internet, PEPS, un site internet pour permettre aux particuliers et aux entreprises d'effectuer des démarches administratives en ligne, vous l'entendrez. Vous entendrez aussi dans cette émission Philippe Biwix, co-auteur du livre Le désastre de l'école numérique. Il viendra nous expliquer pourquoi, selon lui, le numérique n'est pas forcément une bonne chose pour les écoliers. Mais on débute ce 7-8 Les Invités avec le nouveau site internet de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, PEPS. Ce nouvel outil numérique lancé en début de semaine dans le cadre de la semaine de l'innovation publique permet aux particuliers et aux entreprises d'effectuer un certain nombre de démarches administratives en ligne. Plus de précisions avec Michel Laugier, le président d'Hiver Droite de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Présentez-moi ce portail qui s'appelle PEPS. Le PEPS. Alors, dans le cadre de la semaine de l'innovation, nous avons souhaité mettre en place un nouveau service en ligne pour la population de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, le PEPS, portail espace public service, va permettre aux usagers du territoire d'avoir leur démarche facilitée. Alors, on va l'étendre bien sûr à la totalité des services, mais on a commencé dans un premier temps par tout ce qui concerne les réseaux assainissement et éclairage public. Donc tout simplement, les habitants de Saint-Quentin qui sont face à un sujet qui touche ce domaine-là pourront intervenir directement en ligne, bien sûr sans avoir à remplir de grands formulaires. Non, on est dans la dématérialisation. Donc là, ils pourront intervenir tout de suite et ils auront une réponse, par exemple pour un raccordement au réseau, s'ils vont construire une maison, s'il y a une défaillance dans l'éclairage public, eh bien, ils pourront intervenir directement auprès de nos services. De même pour les prestataires de la communauté d'agglomération, les sociétés qui interviennent aussi à titre professionnel, eh bien, pourront aussi faire ces démarches. C'était vraiment une demande des Saint-Quentinois? C'est une demande des Saint-Quentinois parce qu'on voit que les démarches sont nombreuses, mais pour le moment, elles sont très matérielles, donc base de papier. Donc là, c'est pour faciliter toutes ces choses-là. Alors, demande des Saint-Quentinois, mais aussi demande des entreprises qui interviennent sur notre territoire. Et cette envie de dématérialiser tout au fur et à mesure, expliquez-moi pourquoi. Tout simplement parce qu'on voit bien, nous sommes à l'ère du numérique, donc aujourd'hui on voit bien même, regardez, tout le monde travaille sur Internet, tout le monde a ses mails, tout le monde a ses messages. Nous essayons que toutes les démarches administratives, au même titre que l'État, vous savez maintenant on va pouvoir faire ces demandes de carte d'identité en ligne, nous c'est la même chose, on essaie de simplifier toutes les tâches pour que les choses soient plus rapides, ce soit plus efficace et que ce soit plus en adéquation avec les moyens que nous avons aujourd'hui à disposition. Alors, PEPS, vous m'avez dit qu'il y a une première partie que vous avez mis en place, et la suite, c'est quoi? Écoutez, la suite, on va développer sur l'ensemble des services aujourd'hui gérés par l'intercommunalité. Ce sera par exemple la collecte des ordures ménagères, les déchetteries, voilà. Toutes les compétences qui sont les nôtres seront ensuite donc accessibles en ligne pour faciliter la vie des usagers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc ça compte combien d'acteurs qui va participer à ce site? Tout le monde, tout le monde. Je veux dire, déjà tous les Saint-Quentinois avec toutes les compétences qui sont celles d'une agglomération, qui part de l'aménagement, donc l'urbanisme, qui passe par le social, qui passe par la culture, le sport. Donc tous les domaines seront concernés et nous allons essayer d'avoir un produit, un support qui soit très attractif et très facilitateur. Et pour finir, ce site PEPS, on l'utilise comment? Il est simple d'utilisation? Très simple d'utilisation, même moi j'y arrive. Voilà, tout simplement. Donc vous allez soit sur le site de la ville, soit vous tapez sur un moteur de recherche PEPS Saint-Quentin-en-Yvelines et vous allez voir, et en quelques clics, vous avez la réponse à toutes vos questions. Il est plutôt cool ce nom. Oui, c'est plutôt pas mal. Oui, mais je crois qu'on voulait donner un peu de PEPS à notre vie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je crois que le nom est tout à fait bien trouvé. Merci à vous.
Un invité nous a rejoint à présent au plateau, Philippe Biwix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur et co-auteur de ce livre qu'on voit à l'écran, Le désastre de l'école numérique. Un livre plutôt détonnant puisqu'il va à l'encontre de la tendance actuelle sur le numérique à l'école. Puisque vous dites, en gros, je résume, le numérique à l'école, ce n'est pas bon pour les élèves. Tout le monde se trompe et notamment le gouvernement. Mais alors, expliquez-nous pourquoi et pourquoi surtout employer le mot qu'on voit là, le mot désastre. C'est un mot qui est fort. Alors le mot est très fort, effectivement, mais parce que sur de très nombreuses dimensions, nous estimons que l'école numérique pose de vraies questions. Alors la première, évidemment, c'est la question pédagogique. Est-ce qu'on apprend mieux avec le numérique? Malheureusement, on s'aperçoit que derrière les promesses des rapports qui s'enchaînent et des fabricants, il y a en réalité très peu de choses et très peu d'études qui permettent de montrer que ça permet d'augmenter les performances, la motivation, les processus d'apprentissage. Le peu de choses qu'on a quand on regarde des études un peu importantes, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'effort de numérisation des systèmes scolaires de différents pays et le résultat en termes de performance. Donc on a très peu de choses et on vit plutôt sur des promesses. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous fait des promesses d'ailleurs, puisque dans l'histoire, vous savez, les fabricants ont proposé les lanternes magiques, la radio, la télévision, le cinéma, et puis tous les plans informatiques, on l'appelait encore, qui se sont enchaînés. Quand vous utilisez le mot désastre, forcément on entend aussi le mot danger derrière. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les écoliers qui utilisent le numérique à l'école sont exposés en quelque sorte à une forme de danger? Est-ce que vous alliez jusque-là? Alors il y a plusieurs choses, on pourrait prendre au niveau un petit peu global, pas seulement chez nos enfants, la question écologique, et là on peut vraiment parler de désastre écologique. C'est votre argument numéro 1, l'écologie? C'est un des arguments, c'est-à-dire qu'effectivement celui-là est incontestable, c'est qu'équiper des millions d'élèves d'un outil numérique qui va avoir une obsolescence programmée ou technique, parce qu'on sait qu'il faut suivre l'innovation technologique et que tout ça deviendra rapidement des déchets, bien plus vite que les manuels. Tout le monde ne vit pas l'école numérique de la même manière quand on travaille chez un néo-esclavagiste taïwanais en Chine pour monter la tablette ou quand on termine en Afrique de l'Ouest pour démonter les équipements. Mais quand on parle de nos élèves, il y a aussi la question sanitaire, effectivement. Alors sans tomber dans la question des électrofréquences, même s'il y a un rapport récent de l'ANSES. Les électrofréquences, on rappelle ce que c'est? Alors c'est les ondes qui sont émises par le Wi-Fi, par le 3G, par la 4G, etc. Donc on vit dans un bouillon d'ondes, alors on va dire un peu plus, un peu moins, peu importe. Mais il se trouve quand même qu'il y a des risques, et notamment chez les plus jeunes enfants. Et quand on voit qu'on commence à équiper les maternelles, après les primaires et les collèges, aujourd'hui le plan numérique il est centré sur le collège, mais on descend vers la maternelle, il y a même des crèches qui ont des coins tablettes. Là, on peut se poser des questions sanitaires. Et le vrai risque, selon nous, c'est la question des risques psychosociaux. Alors justement, j'allais vous poser la question, c'est quoi des risques psychosociaux? Alors c'est le fait que nos enfants passent déjà beaucoup trop de temps devant des écrans, c'est 4 à 5 heures, alors les études varient un peu, mais c'est de cet ordre-là. En dehors de l'école? En dehors de l'école. Et qu'est-ce que va faire l'école numérique? Qu'est-ce que fait l'école numérique? D'une part, elle va rajouter du temps d'écran, parce qu'on va faire une partie des cours devant écran. Elle va inciter ou obliger les enfants à se connecter après la classe, parce qu'il faut aller sur le cahier texte numérique, il faut aller sur Internet pour faire ses exposés, pour faire ses devoirs, et surtout elle légitime le temps d'écran vis-à-vis des parents. C'est-à-dire que puisqu'il y a des écrans à l'école, les écrans c'est bien, et c'est bien de te connecter le soir, mon fils ou ma fille, parce que ça te permet de faire des bonnes études et de faire tes devoirs. Est-ce que vous seriez aussi au-delà de l'école, dire que ça change nos rapports entre nous, entre êtres humains? Par exemple, on va plus se diriger vers sa tablette après l'école, peut-être que faire les devoirs avec son copain? Alors sur la question sociologique, dans les années 80, vous aviez des collégiens qui rentraient chez eux puis qui appelaient leurs copains ou leurs copines au téléphone. Et ouais. Être sur Internet, c'est pas forcément être seul. Je veux dire, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a un phénomène d'addiction possible, soit aux réseaux sociaux, soit aux jeux vidéo, par exemple. Et on sait que quand on va se brancher ou qu'on va se mettre sur son ordinateur pour faire ses devoirs, en général, vous savez, dans la société du multitâche dans laquelle on vit, on ne fait pas que ses devoirs et on va aller aussi un petit peu se balader à gauche à droite. Ou quand on va regarder une vidéo de classe inversée du professeur, parce que c'est un petit peu la mode en ce moment, vous savez, vous regardez le cours à la maison et puis vous allez faire en classe des exercices, et bien tous les élèves ne vont pas regarder avec le même niveau de concentration. Et donc ça peut même créer des inégalités supplémentaires en fonction de l'attention parentale que vous allez avoir. Oui, parce que justement, par exemple, l'objectif du gouvernement qui veut équiper 100% des collégiens d'une tablette, c'est de réduire la fracture numérique, puisqu'il y a des petits écoliers qui n'ont pas forcément accès au numérique chez eux, et du coup on réduirait les inégalités. Cet argument-là aussi, vous n'y croyez pas? Il a du sens pourtant. Alors on est passé sur autre chose, on n'est plus tellement sur la fracture numérique en termes d'équipement. Ça c'est vrai que c'était des choses vraies dans les plans des années 80, 90 ou même du début des années 2000. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît, toutes les études
montre que les enfants, grosso modo, ont accès à peu près à toutes les sortes d'équipements et au débit à Internet. Et en fait, les inégalités se sont quasiment inversées. C'est-à-dire que dans les milieux les plus défavorisés, vous allez avoir accès à un écran plus rapidement et plus rapidement dans votre chambre. Ce qui est extrêmement dangereux. Comment ça s'explique ça? Alors ça s'explique peut-être par des questions disons de normes sociales, par des questions d'attention parentale, par exemple. Alors, vous connaissez peut-être cette anecdote avec les pontes de la Silicon Valley qui essayent de protéger c'est ce que vous dites dans un livre. Voilà, qui essayent de protéger les leurs cadres enfants des de la écrans. Silicon Valley inscrivent leurs enfants dans des écoles sans écran. Donc là, c'est le monde à l'envers. Voilà, alors c'est il y a un petit côté anecdotique là-dedans, il y a une petite accroche, mais effectivement, c'était notamment un article du New York Times qui avait un journaliste qui avait interrogé Steve Jobs et qui ensuite avait enquêté sur ces questions-là. Bon, il y a une question de l'école privée aux États-Unis qui fait qu'il y a des écoles du réseau Steiner-Waldorf et voilà, souvent il y a effectivement moins d'écrans dans ces écoles. Mais c'est vrai que c'est une énorme question de dire est-ce que le processus d'apprentissage par un écran est possible? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer ou de préparer les conditions techniques pour abîmer la relation enseignant-enseigné, enfin la relation professeur et élève. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faut une école sans numérique du tout, revenir à ce qui était le cas peut-être il y a 10 ou 15 ans? Alors pour nous, il ne s'agit pas forcément de... ancien, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on a des ordinateurs dans les classes, mais est-ce qu'il faut revenir à 0% de numérique? Alors ça fait longtemps qu'il y a des ordinateurs qui traînent dans les classes, qu'il y a des choses dans les laboratoires de langue, dans les classes numériques, etc. Mais il y a quand même aujourd'hui le plan numérique, il s'agit quand même d'équiper l'ensemble des élèves d'un outil qui deviendra leur cartable numérique. Donc on est quand même dans une logique de généralisation et il y a une volonté exprimée par le président François Hollande de numériser l'ensemble des matières, y compris l'éducation physique et sportive. C'est-à-dire qu'il va falloir se filmer sur tablette maintenant pour corriger le passage de haies. Donc vous êtes pour une nuance, vous? Donc on n'est pas pour le retour à l'école d'avant. Quand on parle d'un plaidoyer pour une école sans écran, ce n'est pas l'école d'avant. L'école d'avant, elle est déjà en crise. On sait qu'il y a un sujet de la crise de l'attention, de la motivation, du décrochage des élèves. Aujourd'hui, on utilise le vecteur numérique pour essayer de bousculer l'approche pédagogique dans l'ensemble des matières, mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut faire de l'innovation non numérique. On peut faire de la production de contenu, par exemple, sans Twicté. Je ne sais pas si vous connaissez les Twicté. Alors, on peut publier, les profs peuvent publier les meilleures réalisations de leurs élèves sur compte Twitter. Alors, c'est agréable quand on a un enfant, un adolescent, d'être publié. On peut faire des choses avec un journal de l'école. On peut faire des classes inversées en lisant les manuels, etc. Donc, il y a une vraie innovation non numérique qui est possible. Dernière question et une réponse très rapide, s'il vous plaît. Est-ce que ce qui n'est pas nécessaire non plus, c'est plus de pédagogie envers les élèves, leur dire les méfaits du numérique? Absolument, c'est-à-dire on est tout à fait d'accord que le monde est numérisé, il faut préparer les citoyens au monde de demain, et donc l'éducation au numérique est indispensable. Mais nous, ce qu'on conteste, c'est l'éducation par le numérique. C'est-à-dire, sous prétexte d'apprendre le numérique, on doit faire ça dans toutes les matières, et ce, à tous les âges, et le plus tôt possible, à l'image, par exemple, des cours de programmation au CM1, qui vont être introduits par le nouveau plan numérique. Programmation CM1, alors qu'on pourra apprendre le langage, le soi-disant langage informatique, alors qu'on ne maîtrise même pas sa langue maternelle. Merci Philippe Biwix d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités, une émission à revoir en replay sur notre site internet tvfil78.com. Rendez-vous sinon demain à la même heure.